Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans la classe inversée, on va s'attaquer à un très gros morceau de l'architecture et construction en STI 2D. Même dans la réforme, ce morceau est toujours présent, il est toujours aussi important à traiter avec, bien sûr, la thermie. Ce gros morceau, vous l'aurez compris, c'est la structure. C'est l'étude de la structure et donc on a fait quelques petites vidéos avant sur les efforts, sur les matériaux. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Bienvenue dans la classe inversée et aujourd'hui, on va parler de descente de charge. Alors, la première question à se poser, c'est quoi une charge? Ou plutôt, quelles sont les charges qu'on va utiliser pour ce fameux calcul de descente de charge? Les charges, il y en a de différents genres. Il y a des charges ponctuelles, qui s'appliquent en un seul point, comme un poteau. Il y a des charges linéiques qui s'appliquent sur une ligne, comme un mur. Il y a les charges surfaciques, qui s'appliquent donc sur une surface, comme par exemple une dalle. Et il y a les charges volumiques, qui s'appliquent sur un volume, comme par exemple, je sais pas. Voilà, donc charge volumique, vous oubliez. Charge ponctuelle en newton, linéique, newton par mètre, et surfacique, newton par mètre carré, c'est ce qu'il faut retenir au niveau des charges. Alors la descente de charge, ça sert à quoi? Eh ben, en fait, je crois que tout le monde sait qu'une maison, un viaduc, un tunnel, un pont, tout édifice doit tenir debout. Et justement, pour ceux qui ont un petit peu de mémoire et qui ont regardé les infos en août, le viaduc de Gênes, le Morandi, celui-là, c'est un contre-exemple de la descente de charge. En tout cas, il y avait des soucis et il a été assez mal conçu. Ouais, voilà, donc ça c'est un contre-exemple. Après, il y en a eu d'autres. Tous les ans, vous allez voir un balcon qui va tomber, une maison qui va tomber. Il n'y a pas longtemps à Marseille aussi. Tout ça, ça peut venir d'un mauvais calcul de charge. Ça peut venir parce qu'il y a plusieurs raisons. C'est mauvaise utilisation, mauvaise conception ou même mauvaise construction, mauvaise maintenance. Voilà. Mais ça peut venir d'un problème de descente de charge. Et donc c'est très important d'être capable de le faire. Donc la descente de charge, c'est pour arriver à dimensionner des structures pour qu'elles tiennent debout. Voilà, par rapport aux charges qu'on y applique. Très souvent, ces charges sont verticales vers le bas. Voilà, évidemment, ce sont des poids. Les poids, ça va vers le bas. Pourquoi je dis très souvent? Parce que y a le cas du vent, qui est un peu particulier, parce que le vent va pousser un petit peu sur le côté de la maison, donc il va appliquer d'autres charges. Mais 95% des charges qu'on va traiter en STI 2D, ce sont des charges verticales vers le bas, ce sont le poids des éléments qui sont dans l'édifice. Quel type d'efforts on va pouvoir traiter en STI 2D? Des efforts dans une maison, il y a de tout. Voilà, sur un pont, sur une maison, il y a un petit peu de tout. Il y a de la compression. Évidemment, les murs sont compressés par rapport à la charge qu'il y a au-dessus. Là, on calcule rarement certaines choses parce que quand on fait une maison, on va prendre des éléments structurels qui vont bien. Voilà. On a des efforts de traction. C'est encore plus rare de faire de la traction dans une maison. Un pont à haubans, pourquoi pas, mais on en fait rarement. La torsion, on sait qu'il y en a. On sait comment l'éviter, puis ça s'arrête là. Le cisaillement, c'est la même chose. En fait, pour ces quatre efforts, compression, traction, cisaillement et puis torsion, c'est vrai qu'on les traite très rarement. Par contre, les cas de flexion, alors là, au bac, vous êtes quasiment certain qu'il y a un élève par projet qui va devoir faire des calculs de structure au niveau de la flexion. Voilà, parce que une passerelle est en flexion. Si vous dessinez une passerelle, vous devez calculer la flexion. Vous devez faire une extension, il y a un toit, il y a de la flexion. Donc les calculs de flexion, ça, il y en a. Et donc le calcul de charge, même s'il est un peu plus simple pour la flexion, il faut savoir le faire. Et enfin, il y a le calcul de fondation. Et oui, parce que une maison, elle doit tenir sur le sol. Faut pas faire la tour de Pise, faut pas se pencher. Et donc ce calcul de fondation, comment on fait? Les fondations, c'est ce qui doit tenir la maison par rapport au sol. Donc si la maison est trop lourde par rapport au sol, ça s'enfonce, sinon ça tient. Voilà. C'est un très gros résumé, mais il y aura une vidéo sûrement là-dessus. Voilà, maintenant la question qu'il faut se poser, c'est il me faut quoi pour arriver à faire un calcul de descente de charge? C'est ce que je vous expliquais maintenant. Voilà, soyez pas pressés. Non, ça va venir. Non, mais ça va venir maintenant. Alors déjà, au niveau de toutes les charges qu'on peut trouver
dans un édifice, on a les premières, ce sont les charges permanentes. Les charges permanentes, c'est tout ce qui est, je dirais, fixe dans une maison. Donc, les tuiles, la charpente, les murs, les dalles, les fenêtres, les escaliers, les portes. En fait, c'est tous les éléments qui sont fixes dans la maison et qui théoriquement ne changent pas, sauf si on fait vraiment une restauration de la maison, voilà, où on rajoute des matériaux, on en enlève, voilà. Mais sinon, les charges permanentes, qu'on note G, grand G, ces charges permanentes, c'est tout ce qui est fixe. Comment on calcule ça? C'est pas toujours facile. Alors, on va pas s'amuser à tout calculer, hein. On va pas s'amuser à calculer des boulons, d'accord, la masse des boulons, ou la masse d'un pare-pluie. Non, ça, c'est pas intéressant, c'est pas assez volumineux, pas assez lourd pour vraiment impacter sur la charge permanente. Non. Par contre, on va s'amuser à calculer des fois des volumes de matériaux. Voilà, j'ai tant de volume de bois, et ben je multiplie par ma masse volumique et je retombe sur ma masse de matériaux que je transforme ensuite en charge, hein, avec P égale mg évidemment. Mais il y a d'autres cas qui demandent des recherches internet. Les tuiles, on ne va pas s'amuser à calculer le volume puis la masse de chaque tuile. Non. En fait, pour les tuiles, par exemple, c'est un bon exemple, mais il y en a d'autres, hein, il y a les charpentes aussi, où ça fonctionne. Pour les tuiles, il va falloir chercher sur internet le style de tuile pour arriver à trouver ce qu'on appelle son poids surfacique, qui est en décanewtons par mètre carré. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour calculer les charges permanentes, eh ben, il va falloir utiliser plusieurs formules et surtout, il ne va pas falloir se tromper dans les unités. Ensuite, il y a les charges d'exploitation. Les charges d'exploitation, c'est finalement les charges par rapport aux fonctions du bâtiment. Si c'est un logement, un commerce, une industrie, eh ben, on n'a pas du tout les mêmes charges d'exploitation et ces charges d'exploitation, on va les trouver en fait dans des tableaux. Voilà, donc on va trouver ça dans des tableaux. Il faut simplement savoir à quoi va servir votre édifice, évidemment, sinon vous ne pouvez pas les choisir. L'unité, ce sont des décanewtons par mètre carré, d'accord? Et par exemple, pour un logement commun, on part de 150 décanewtons par mètre carré. Hein. Comme ça, à l'oral, 150 décanewtons, ça fait à peu près 150 kg par mètre carré. Donc ça paraît pas beaucoup pour un logement, 150 kg, mais il faut pas oublier que normalement un logement, c'est pas fait pour faire une grosse fiesta avec des gens qui sont agglutinés les uns contre les autres. Hein. Donc 150 kg par mètre carré, pour un logement, c'est correct. Par contre, quand on regarde par exemple sur des balcons, on voit tout de suite que les valeurs augmentent. Un élément qui est intéressant par rapport à ces charges d'exploitation, c'est qu'il faut penser aussi à la vie du bâtiment. Voilà, ça nous est déjà arrivé de faire des bâtiments en ville, des bâtiments d'habitation, en se disant, tiens, le rez-de-chaussée, ça pourrait être intéressant que ça devienne un commerce. Et là, c'est vrai qu'on peut avoir une approche un peu différente en disant, et si déjà j'y pensais? Et si je disais, tiens, ça va être une habitation, mais après, ça va être transformé en commerce? Ça peut être une idée intéressante de prendre un petit peu les devants et de penser à la modularité de l'édifice et donc de sa vie. Vous croyez que ça suffit au niveau des charges? Eh ben non, il en manque encore. Maintenant, passons aux charges climatiques. Charges climatiques, la pluie, le vent, la neige et autres. Bon, ce qui nous intéresse, ce sont le vent et la neige. La neige, on va la noter S. La neige dépend évidemment de la région où vous êtes, dépend de l'altitude à laquelle vous êtes, dépend de la forme du toit, dépend si vous êtes balayé par le vent ou pas, parce que le vent peut balayer une partie de la neige. Donc ça peut être très simple. Moi j'ai fait un tableur Excel, donc ça peut être très simple si vous avez un toit par exemple plat, c'est fait en 2 minutes. Par contre si vous avez un toit complexe, alors là vous risquez de mettre un petit peu de temps. Pour le vent, c'est la même chose. Pour le vent, qui est noté V, et ben évidemment, ça demande aussi des calculs qui peuvent être très compliqués. Maintenant, pour une habitation qu'on va construire au milieu d'autres habitations, c'est vrai que le phénomène du vent, on va penser à contreventement, mais on ne va pas forcément le dimensionner. D'accord ? Par contre, la neige, en Alsace, c'est obligé. Pour le vent, je vous invite à taper pont de Tacoma, T-A-C-O-M-A, hein, sur Internet, et vous verrez les ravages que peut faire du vent sur un pont qui n'a pas été assez bien conçu. Voilà. Et vous croyez qu'on a fini sur les charges? Eh ben non, il y a encore d'autres charges. Alors soyez rassurés, on les calcule très rarement. Il faut vraiment être sur des projets vraiment particuliers. Parce qu'il y a des charges par exemple thermiques. Bah oui, les charges thermiques, quand on a les matériaux qui se dilatent, il faut le prendre en compte. Si on fait une passerelle, par exemple en métal ou un pont, les charges thermiques, il faudra y penser. Hein. Évidemment, il faudra y penser parce que si le pont se dilate et que vous n'y avez pas pensé, il risque de se briser. Mais il y a aussi les phénomènes sismiques qui sont très compliqués à
à étudier. Par contre, il faut savoir que ça existe. Voilà, on va rester sur les tremblements de terre, simple, on sait comment ça marche, on sait comment ça va faire bouger la maison. Maintenant, on ne va pas s'amuser à calculer les charges sismiques. Et puis pour finir, je peux en rajouter encore, hein, il y a les vibrations des machines par exemple. Donc c'est vrai que si un jour on a un projet avec des machines, par exemple de forge, ou des machines tournantes, eh ben, ça provoque d'énormes vibrations, il faut des fondations particulières, et donc là, on a des charges particulières. Et puis pourquoi pas des explosions aussi, hein. Bah oui, il y a des endroits où on a des explosions, hein. C'est des essais qu'on fait d'explosions, et ben dans ces endroits c'est très hyper particulier, ça n'arrivera jamais en STI 2D, et ben en effet les explosions, il faut les prendre en compte dans la charge. Voilà pour les charges, c'est fini pour les charges. Les charges c'est fini, on passe à la suite. Alors une chose importante au niveau de la descente de charge, qu'il faut même faire avant de calculer les différentes charges, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Ben oui, parce que si le but c'est de calculer des fondations, est-ce que c'est la peine de calculer les charges de toute la maison? Ou est-ce qu'on va calculer l'endroit précis où il y a le plus de charges? Si vous avez une maison en bois avec un endroit, un escalier en béton, à mon avis, c'est sous l'escalier en béton qu'il faudra les plus grosses fondations. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle, en fait, ce sont les flux de charge. C'est le transfert de charge. C'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir où vont mes différentes charges. Parce qu'en mécanique, en architecture, en tout cas dans la descente de charge, il n'y a absolument pas de perte de charge. Hein, on n'est pas en énergétique. Non. Chaque gramme, on doit le retrouver de haut en bas. Le toit est totalement porté par les murs sont totalement portés par les murs d'en dessous, etc., jusqu'aux fondations. On n'a pas de perte de charge. Mais la question, c'est où est-ce qu'elles vont? Donc ça, il y aura une vidéo là-dessus, hein, parce que ça peut être compliqué, très compliqué. Voilà, donc et ça, c'est très intéressant. Donc le transfert de charge, c'est important de savoir comment ça marche pour ensuite voir où est-ce qu'on est le plus sollicité. Parce que c'est là où on est le plus sollicité que c'est là qu'on va décider, notamment des fondations. Et pour la fin, je vous ai gardé la réglementation. Oui, parce que la réglementation, finalement, on peut tout à fait faire un bâtiment et ensuite voir si on colle la réglementation, si on ne colle pas, essayer d'arranger les choses. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé en fin de vidéo, et c'est pas le plus sexy, évidemment. Mais par contre, si vous faites un projet et que le projet respecte la réglementation, on ne peut pas vous en vouloir, évidemment. Cette réglementation, eh ben, ça s'appelle les Eurocodes. D'accord? Il y en a une tripotée des Eurocodes, et en plus, chaque numéro d'Eurocode vous amène à différents règlements. Enfin, c'est assez compliqué, on va pas s'amuser à les lire. Il faut savoir que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Eurocode 0, 1, 2, 3, le 4 peut-être moins, le 5 notamment. D'accord? Sachant que le 0, ce sont les bases de calcul. Voilà, donc ça, on en a besoin. Le 1, ce sont les actions qu'on peut trouver dans les structures. Le 2, c'est calcul de béton. Le 3, c'est l'acier. Et le 5, c'est le bois. Hein, voilà. S'il y en a besoin d'un autre, ben vous chercherez un petit peu. Mais c'est vrai que c'est pas sympa à lire. Par contre, sur Internet, des fois, on trouve des choses qui ont été faites par des gens qui ont synthétisé tout ça et qui est très intéressant. Un petit point, justement, par rapport à ces Eurocodes, à quoi ils peuvent servir? Eh ben, ils peuvent servir notamment à savoir si mon dimensionnement, par exemple, sur une flexion, si c'est bon. Comment je sais que mon dimensionnement sur une flexion, c'est bon? Eh ben, il faut qu'on vérifie ce qu'on appelle les ELS et les ELU. Ça, c'est dans l'Eurocode 0. Hein. Le LS, c'est le calcul d'état limite de service. Le LU, d'état limite ultime. Donc on se doute que ultime, ça risque d'être la rupture. Donc service, c'est quoi? Bah, c'est quand on l'utilise. Il faut que ça respecte certaines choses. Donc en fait, le LS, l'état limite de service, on va s'amuser à calculer, par exemple sur une flexion, hein, la déformation d'une poutre. Pourquoi? Bah parce que prenez le linteau qui est au-dessus de vos portes, si jamais ce linteau se déforme trop, il empêchera la porte de se fermer ou de s'ouvrir. D'accord? C'est la même chose sur un plancher, si un plancher se déforme trop, eh ben, on peut avoir les cloisons du dessus qui vont se fissurer, les cloisons du dessous qui vont s'exploser. Donc, le LS doit servir à calculer quelle est la déformation maximale du plancher, par exemple. Pour un plancher, on donne des valeurs, des fois, par exemple, L sur 200. Donc, ça veut dire que c'est la portée divisée par 200. Donc, la flèche maximale, la déformation maximale, c'est la portée divisée, par exemple, par 200 pour un plancher. Hein. Après, ça dépend à chaque fois de l'utilisation de l'objet. La passerelle, c'est pas la même chose. Vous allez à Rochemaure, je l'ai déjà cité ça, hein, à côté de Montélimar, pas Rochemaure, voilà, Rochemaure en France. Montélimar, c'est une passerelle, une sorte de pont de singe, vous mettez au milieu, vous sautez, il y a la déformation, on s'éclate. Ça, on le veut. Par contre, dans une maison, on ne veut pas de déformation. On en veut le moins possible. Et donc ça, c'est le LS,
qui est capable de nous dire si on rentre ou pas dans la tolérance. Le LU, quant à lui, ça peut devenir plus compliqué. Parce que le LU, c'est l'état limite ultime, c'est-à-dire qu'on va calculer pour que ça ne se brise pas. D'accord? Comme les différents exemples que j'ai cités avant. Bon, donc pour que ça ne se casse pas. Ça, c'est les ELU. Et pour ça, ça dépend des situations. Ce qu'on prend en compte, la neige, pas la neige, etc. Ça peut être assez compliqué. Mais par exemple, les ELU, on peut faire un calcul où on va multiplier G, d'accord, par 1,35 et Q par 1,5. Donc les charges permanentes par 1,35, c'est le coefficient de sécurité, et les charges d'exploitation par 1,5. Évidemment, charge d'exploitation, on met un plus gros coefficient parce que les gens peuvent faire un peu plus n'importe quoi. Voilà. Mais donc, on peut calculer cette ELU comme ça, et ensuite mettre ça dans une simulation, et regarder en fait ce qu'on appelle les contraintes. Voilà. Et c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, les calculs de contraintes. Ce qu'il faut retenir, c'est ELS, c'est en fonction. Il ne faut pas que la fonction abîme autre chose. En gros, c'est ça. Les ELU, c'est ultime, c'est jusqu'à ce que ça se brise. L'un, c'est calcul de déformation, l'autre, c'est calcul de contrainte. Voilà. Et voilà pour cette vidéo, c'est terminé. Oui. Donc, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin de faire des exercices là-dessus. Je vois pas ce qu'on pourrait faire comme exercice. Par contre, vous vous doutez bien aussi que derrière les vidéos qu'il va y avoir risquent d'être sympathiques. Même si j'essaierai de faire des choses simples. Mais à un moment, il faut quand même rentrer dans le vif du sujet, dans le calcul, et il faut y aller, quoi. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon travail, hein, parce que la synthèse, voilà, il faudra la ramener en classe. Et puis, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, qui sera donc dédiée aux charges permanentes. Voilà.